Dans cette partie, on commence par introduire trois grandes familles de principes de calcul de primes, c'est-à-dire des règles qui associent à un risque X ou encore une variable aléatoire représentant une perte, un nombre réel pi de X interprété comme la prime à payer pour couvrir ce risque. Première famille, les principes monétaires. Un principe est dit monétaire lorsqu'il vérifie deux exigences minimales de bon sens. D'abord la propriété de translation, si l'on ajoute une constante certaine au risque, par exemple parce qu'on augmente toutes les pertes d'un même montant fixe, alors la prime doit augmenter exactement du même montant. Autrement dit, la prime suit les décalages déterministes. Ensuite, la propriété de monotonie. Si un risque est toujours inférieur ou égal à un autre risque, dans tous les scénarios possibles, alors sa prime doit être inférieure ou égale. Cela exprime qu'un risque qui ne peut jamais coûter plus cher ne doit jamais être tarifé plus cher. Deuxième famille, les principes convexes, parfois appelés faiblement cohérents. Ils reprennent les deux propriétés précédentes et ajoutent la convexité. Cette propriété traduit l'idée que diversifier ne doit pas pénaliser. Si l'on mélange deux risques, au sens où l'on prend une combinaison pondérée entre les deux, alors la prime du mélange ne doit pas dépasser le mélange des primes. En langage économique, la convexité signifie que la tarification ne surréagit pas aux incertitudes et qu'elle valorise la diversification. Troisième famille, les principes cohérents, notion centrale en théorie des mesures de risque et en tarification. Ici, on demande 4 propriétés. On garde la translation et la monotonie et on ajoute 2 exigences structurantes. La sous-additivité, qui formalise la diversification au niveau des sommes de risque, en imposant que la prime d'un portefeuille ne dépasse pas la somme des primes séparées, et l'homogénéité positive, qui signifie que si l'on multiplie le risque par un facteur positif, par exemple doubler les engagements, alors la prime est multipliée par le même facteur. Ces définitions sont importantes car elles classent les règles de prime selon leur niveau de rationalité et leur compatibilité avec des principes économiques, diversification, absence d'arbitrage simple, sensibilité au changement d'échelle. Elles servent aussi de cadre pour comprendre les relations logiques entre les propriétés, ce qui est précisément l'objet des propositions suivantes. On notera que ces trois familles sont emboîtées les unes dans les autres, la plus grande étant la première famille et la plus petite la dernière famille. Nous allons maintenant présenter plusieurs propositions reliant les diverses propriétés introduites précédemment. La proposition 1 affirme une équivalence. Un principe pi vérifie à la fois la monotonie et l'objectivité si et seulement s'il vérifie la propriété d'invariance de type 1. Pour comprendre l'idée, il faut d'abord rappeler l'intuition. La monotonie compare deux risques scénario par scénario. Si x ne dépasse jamais y, alors la prime de x ne doit pas dépasser celle de y. L'objectivité impose que la prime ne dépend pas de la manière dont on représente le risque sur l'espace probabilisé. Si deux risques ont exactement la même loi, alors ils doivent recevoir la même prime. L'invariance de type 1 reformule ces deux idées dans un langage d'ordre stochastique. Lorsque x est moins risqué que y au sens de l'ordre stochastique de premier ordre, alors πx doit être inférieur ou égal à pi, y. Le sens invariance de type 1 implique monotonie plus objectivité, se montre ainsi. Pour la monotonie, si x est toujours inférieur ou égal à y, alors automatiquement x est inférieur à y, au sens de l'ordre stochastique de premier ordre. L'invariance de type 1 donne donc pi x est inférieur à pi y. Pour l'objectivité, si x et y ont la même loi, alors chacun est inférieur à l'autre dans l'ordre stochastique de premier ordre, ce qui force pi x à être égal à pi y. Le sens inverse, monotonie plus objectivité implique invariance de type 1, repose sur une représentation classique. Dire que x est inférieur à y dans l'ordre stochastique de premier ordre équivaut à dire qu'on peut construire sur un même espace deux copies x' et y', ayant respectivement les lois de x et de y, telles que x' est inférieur à y' presque sûrement. Une fois ce couplage réalisé,
la monotonie donne πx' est inférieur à πy'. Puis l'objectivité permet de revenir à πx et πy, puisque x prime a la même loi que x et y prime la même loi que y. On obtient ainsi πx est inférieur à πy, ce qui est exactement l'invariance de type 1. La proposition 2 est une implication logique entre deux propriétés d'invariance. La propriété de type 2 est plus forte que celle de type 1. L'idée est donc de montrer que dès qu'un principe π respecte les comparaisons de risques selon un ordre stochastique plus exigeant, type 2, alors il respecte automatiquement les comparaisons selon un ordre plus élémentaire, type 1. L'approche est très simple. On utilise le fait connu en théorie des ordres stochastiques que l'ordre de premier ordre implique l'ordre de second ordre. Intuitivement, si x est inférieur à y dans le sens premier ordre, cela veut dire que y a tendance à prendre des valeurs plus grandes que x pour tous les seuils. C'est une comparaison plus forte qui implique en particulier la comparaison dite de second ordre, laquelle s'interprète plutôt comme une domination en termes de risque au sens de la concavité des utilités ou des inégalités intégrales. La preuve suit donc la chaîne logique. 1. On suppose x inférieur à y au premier ordre. 2. Alors x est aussi inférieur à y au second ordre. 3. Par invariance de type 2, cela implique πx est inférieur à π, y4, donc π respecte l'invariance de type 1. Autrement dit, toute règle de prime qui est compatible avec une notion de comparaison plus riche entre distributions est automatiquement compatible avec la comparaison plus simple. Cette proposition sert de repère. Si l'on construit un principe à partir d'un critère très robuste, type 2, alors on sait qu'il respectera aussi les contraintes plus basiques, type 1. La proposition 3 relie deux notions proches mais pas identiques, la convexité et la sous-additivité. Elle dit que si le principe π est homogène positivement, alors convexité et sous-additivité deviennent équivalentes. La première direction, convexité, implique sous-additivité, est la plus intuitive. On veut montrer que la prime de x plus y ne dépasse pas la somme des primes. Grâce à l'homogénéité, on peut réécrire la prime de x plus y comme 2 fois la prime de la moyenne, x plus y divisé par 2. Or, la convexité s'applique précisément à une moyenne. Elle dit que la prime d'une moyenne est au plus la moyenne des primes. En combinant ces deux idées, on obtient immédiatement que π x plus y est inférieur à π x plus π y. La structure est donc homogénéité pour extraire un facteur 2, puis convexité sur une combinaison 50-50. La seconde direction, sous-additivité implique convexité, est un peu plus générale. Il faut contrôler π, alpha, x plus 1 moins alpha, y, pour un poids alpha quelconque entre 0 et 1. L'idée est de voir alpha x plus 1 moins alpha, y comme la somme de deux risques, alpha x et 1 moins alpha, y. La sous-additivité donne une majoration par π alpha x plus π, 1 moins alpha, y, puis l'homogénéité positive permet de sortir les facteurs alpha et 1 moins alpha devant π, ce qui donne alpha π x plus 1 moins alpha, π y. C'est exactement la convexité. En résumé, la sous-additivité contrôle l'effet de la somme. L'homogénéité contrôle l'effet des changements d'échelle. Ensemble, elles suffisent à reconstruire la convexité, et réciproquement. C'est une proposition importante, car elle montre que certaines propriétés ne sont pas indépendantes. Sous une hypothèse naturelle, homogénéité, il n'y a pas besoin de postuler simultanément convexité et sous-additivité, l'une entraînant l'autre. La proposition 4 complète la précédente en changeant le point de départ. Ici, on suppose que π est convexe et on impose π0 égale 0. Alors la sous-additivité et l'homogénéité positive deviennent équivalentes. L'idée clé est d'utiliser une conséquence importante de la convexité. Lorsque π est convexe, la fonction qui a un facteur t associe le quotient π tx divisé par t est non décroissante pour t positif. L'interprétation est que la prime moyenne par unité d'exposition ne diminue pas quand on augmente l'échelle,
ce qui correspond à une forme de prime au moins proportionnelle. Pour montrer la première direction, on part de l'homogénéité positive. Elle est très forte, puisqu'elle donne une égalité parfaite, pi tx égale t pi x. En particulier, cela implique immédiatement une forme de sous-additivité, car la convexité appliquée à la moyenne de deux risques permet d'encadrer pi x plus y par pi x plus pi y. Pour l'autre direction, on suppose la sous-additivité et on veut en déduire l'homogénéité positive. On utilise l'idée suivante: la sous-additivité fournit des inégalités de type pi kx est inférieur à k pi x pour des facteurs entiers. K, or comme pi tx divisé par t est non décroissante, ces majorations aux entiers imposent en réalité que pi tx divisé t soit constant, donc que pi tx soit exactement proportionnel à t. On en déduit l'homogénéité positive. Le rôle de pi 0 égale 0 est technique mais essentiel. Il permet de simplifier les expressions de convexité lorsqu'on mélange un risque avec le risque nul et d'assurer que la comparaison de pi tx divisé par t est cohérente au voisinage de 0. Cette proposition illustre une idée générale en tarification et en théorie des risques. Lorsqu'un principe est convexe, il existe des liens profonds entre comportement à l'échelle, homogénéité, et comportement en portefeuille, sous-additivité. La proposition 5 relie des propriétés plus opérationnelles de tarification, liées à la notion de chargement. Dans un principe de prime pi, on peut voir la différence entre pi x et une valeur de référence, par exemple un maximum possible ou une espérance, comme une forme de marge de sécurité. Les propriétés évoquées encadrent ce chargement. L'idée est la suivante. La propriété pas de chargement injustifié impose que lorsque le risque est certain ou maximal, la prime ne doit pas dépasser ce montant certain. Concrètement, si l'on prend le maximum possible de x, noté max de x, c'est une borne supérieure déterministe du risque, x ne peut pas dépasser max de x. La propriété dit alors que la prime de ce montant certain vaut ce montant lui-même. Or, par monotonie, puisque x est toujours inférieur ou égal à max de x, on doit avoir pi x est inférieur à pi max de x. Et comme pi max de x coïncide avec max de x, grâce à l'absence de chargement injustifié, on obtient automatiquement pi x est inférieur à max de x. Cela signifie qu'il est interdit de faire payer une prime supérieure au pire scénario possible. Ce serait un chargement inutile, car même dans le pire des cas, l'assureur n'aurait pas à verser plus que max de x. Donc, l'inégalité obtenue exprime précisément l'idée qu'on n'ajoute pas une surcharge qui n'a aucune justification économique. La preuve tient donc en deux étapes très courtes. 1. Comparaison x est inférieure à max de x et monotonie. 2. Évaluation de pi, max de x, par la propriété pas de chargement injustifié. C'est un bon exemple de dépendance entre propriétés. Une contrainte sur les risques certains, combinée à la monotonie, force une contrainte globale sur toutes les primes. Dans la proposition 6, on montre que la monotonie peut être déduite d'hypothèses différentes. L'absence de chargement inutile, combinée à la convexité. Le message important est que même si l'on n'impose pas directement si x est inférieur à y, alors pi x est inférieur à pi y, certaines structures suffisent à le garantir. L'idée de preuve consiste à partir d'une situation où x est toujours inférieur ou égal à y et à chercher à comparer pi x et pi y via une inégalité obtenue par convexité. La convexité permet d'évaluer la prime d'un mélange de risques comme étant au plus le mélange des primes. On introduit un paramètre alpha proche de 1, on écrit alors alpha x comme un mélange entre alpha y et une quantité qui correspond essentiellement à la différence x, y rescalée. Le point est que si x est inférieur à y, alors x, y est toujours négatif ou nul. Par conséquent, son maximum est inférieur à 0. La propriété pas de chargement inutile intervient ici. Elle empêche d'attribuer une prime positive à un risque qui est toujours inférieur à 0, puisqu'un tel risque ne représente pas une perte, mais au contraire un gain ou un coût nul. Ainsi, lorsque l'on applique la convexité à cette décomposition de alpha x,
Le terme associé à x, y, se contrôle par une quantité qui est inférieure à 0. On obtient alors une inégalité du type pi, alpha x, est inférieur à alpha pi, y. Enfin, on fait tendre alpha vers 1. L'idée est que lorsque alpha devient très proche de 1, alpha x se rapproche de x. Sous des hypothèses standards de régularité implicite dans le cadre, cela permet de conclure pi x est inférieur à pi y. La structure logique est donc utiliser convexité pour comparer des combinaisons, utiliser pas de chargement inutile pour contrôler le terme négatif, prendre la limite alpha tend vers 1 pour retrouver la comparaison entre x et y. Cette preuve illustre comment une condition sur les risques toujours non positifs joue le rôle de borne inférieure et permet de déduire la monotonie, propriété fondamentale pour toute tarification crédible. La proposition 7 établit une conclusion de type pi x est au moins l'espérance. Autrement dit, la prime est nécessairement supérieure ou égale au coût moyen, ce qui correspond à un chargement positif ou, au minimum, non négatif. L'idée repose sur une technique très classique, la loi des grands nombres. On considère une suite de copies indépendantes et identiquement distribuées du même risque, x, noté x1, x2, etc. Puis on forme la moyenne empirique de ces risques. Intuitivement, lorsqu'on moyenne beaucoup de risques indépendants, l'incertitude s'annule progressivement, et cette moyenne se rapproche de l'espérance de x. La convexité permet de montrer que la prime de la moyenne n'excède pas la prime individuelle. En effet, la moyenne de deux copies est un mélange 50-50, donc sa prime est au plus la moyenne des primes, et comme toutes les primes sont égales par objectivité, on obtient que la prime de la moyenne est inférieure à la prime de x. Par récurrence, on étend ce raisonnement à une moyenne de cas copies. La prime de la moyenne empirique est toujours inférieure à pi x. Ensuite, la loi des grands nombres dit que la moyenne empirique converge vers l'espérance et la propriété de convergence en loi, avec la condition sur le maximum, permet de passer à la limite dans pi. La prime de la moyenne converge vers la prime du risque certain égale à l'espérance. Enfin, l'absence de chargement injustifié impose que pour une constante, la prime est exactement cette constante, donc la limite est l'espérance. En combinant tout, on a pour tout k, pi moyenne empirique, est inférieur à pi x. En passant à la limite, la prime de la moyenne empirique tend vers espérance de x. Donc espérance de x est inférieure à pi x. C'est une justification probabiliste très nette du chargement positif. Si l'on refuse de sous-tarifer les risques certains, pas de chargement injustifié, et si l'on traite correctement la diversification, convexité, alors on ne peut pas fixer une prime en dessous du coût moyen, sinon on créerait une incohérence lorsqu'on agrège beaucoup de risques identiques. La proposition 8 est conceptuellement importante car elle montre qu'un ensemble de propriétés apparemment raisonnables peut mener à une conséquence extrême. Le principe de prime devient constant, c'est-à-dire qu'il ne dépend plus du risque, ce qui est évidemment inutilisable en pratique. L'idée est de construire une suite de risques artificiels xn, tous de même loi que certains autres risques x'n, et qui s'écrivent comme une moyenne de deux risques du niveau suivant. Cette construction s'appuie sur une variable uniforme u et sur une partition de l'intervalle 0,1 en sous-intervalles de plus en plus petits. On fabrique ainsi des risques à support dans un intervalle fixé a, b, mais qui concentrent progressivement leur masse vers la borne inférieure a. La suite converge donc en loi vers la constante a. La convexité et l'invariance en loi, objectivité, permettent d'obtenir une relation de type πxn est inférieure à πxn plus 1, donc la suite πxn est croissante en n. En même temps, puisque xn converge en loi vers la constante a, la propriété de convergence en loi permet d'identifier la limite de πxn comme pi a, mais comme la suite est croissante et encadrée par sa limite, on en déduit que tous les termes sont égaux. Pi x0 égale pi x1 égale pi a, or x0 est choisi égal à la constante b, donc pi a égale pi b. Puis, par monotonie, si un risque x est compris entre a et b dans tous les scénarios, alors sa prime doit être comprise entre pi a et pi b qui sont égales. Donc pi x est constant sur tous les risques bornés. La fin de l'argument consiste à étendre aux risques
non bornées en les tronquant entre -n et n et en utilisant la convergence quand n tend vers l'infini. Conclusion, sous ces hypothèses, π devient un opérateur constant. Cette proposition sert donc d'avertissement pédagogique. Les propriétés ne sont pas toutes compatibles simultanément si l'on veut un principe informatif. On doit choisir un ensemble de propriétés cohérents, mais non surcontraints. La proposition 9 est centrale car elle fournit une manière élégante d'obtenir la sous-additivité à partir d'hypothèses alternatives, en utilisant la comonotonicité. L'idée principale est la suivante. Pour deux risques x et y quelconques, on construit des versions comonotoniques xc et yc ayant les mêmes lois marginales que x et y, mais parfaitement alignées l'une avec l'autre. Concrètement, on peut les obtenir en utilisant une même variable uniforme u et en appliquant les fonctions quantiles des lois de x et y. Dans ce couplage, quand l'un est grand, l'autre est grand aussi, ils montent et descendent ensemble. Un résultat classique en théorie des ordres stochastiques dit alors que la somme xc plus yc domine x plus y dans l'ordre stochastique de second ordre. La somme comonotonique est plus risquée en termes de dispersion. Intuitivement, la comonotonicité supprime la diversification. Les mauvaises années arrivent simultanément pour les deux risques, ce qui augmente la variabilité de la somme. Une fois cette domination obtenue, l'invariance de type 2 implique que la prime de x plus y est au plus celle de xc plus yc. Ensuite, on utilise l'additivité pour les risques comonotoniques, comme xc et yc sont comonotoniques par construction, la prime de leur somme est exactement la somme de leurs primes. Enfin, par objectivité, la prime de xc est la même que celle de x, et celle de yc la même que celle de y, puisque ces variables partagent les mêmes lois. On obtient donc la chaîne π, x plus y est inférieur à π, xc, plus yc, qui est égal à π, xc, π, yc, qui est égal à π, x plus π, y, ce qui est exactement la sous-additivité. Pour conclure cette séquence sur les principes de calcul de primes, l'idée essentielle est que tarifer un risque, ce n'est pas seulement choisir une formule, c'est surtout choisir un ensemble cohérent de propriétés que l'on juge indispensables pour donner du sens économique et actuariel à la prime. Les propositions présentées montrent que ces propriétés ne sont pas indépendantes. Certaines impliquent d'autres, parfois sous des hypothèses techniques, comme l'homogénéité positive ou la normalisation sur le risque nul. Un point important à retenir est aussi que trop de contraintes peuvent conduire à une règle de prime sans intérêt. On a vu qu'en combinant certaines propriétés, on peut arriver à une prime qui ne dépend plus du risque, ce qui est évidemment inacceptable en pratique. Donc il faut viser un compromis, un principe suffisamment régulier, robuste et interprétable, mais pas surcontraint. Sur ce slide, nous avons deux théorèmes de représentation. Chacun dit que si l'on impose un paquet précis de propriétés raisonnables, alors le principe de prime doit forcément prendre une forme particulière. Théorème 1, représentation spectrale avec espérance, queue et maximum. Dans ce premier théorème, l'objectif est de montrer que si un principe de prime satisfait un certain ensemble de propriétés, alors il ne peut pas avoir n'importe quelle forme. Il est construit à partir d'un mélange de 4 ingrédients très interprétables. Le premier ingrédient, c'est l'idée de pas de chargement injustifié. Cela impose qu'un risque certain ou un risque verrouillé à une valeur sûre ne doit pas être surtaxé. La prime doit rester en adéquation avec cette valeur certaine. Le deuxième ingrédient est l'additivité comonotonique. Le troisième ingrédient est une propriété de comparaison qui dit qu'on peut classer deux risques en regardant leur comportement dans les scénarios défavorables. Plus précisément, si dans la partie haute des pertes, un risque a systématiquement des pertes moyennes plus élevées que l'autre, alors il doit avoir une prime plus grande. Ce point est crucial. Ce n'est pas seulement l'espérance qui compte, mais aussi ce qui se passe dans les queues de distribution, là où se trouvent les gros sinistres. Enfin, on suppose une forme de continuité via la convergence en loi. Si une suite de risques se rapproche d'un autre risque en distribution, alors leurs primes doivent également se rapprocher. C'est une hypothèse de stabilité, indispensable
pour éviter des règles trop sensibles à de petites perturbations du modèle. La conclusion du théorème est alors très structurante. Toute prime, satisfaisant ses propriétés, s'écrit comme une combinaison entre une part liée au coût moyen du risque, une part liée à des moyennes conditionnelles dans les scénarios extrêmes, donc une tarification orientée que, et une part liée au pire scénario possible, c'est-à-dire le maximum. La fonction qui pèse ces contributions joue le rôle d'un profil d'aversion au risque. Selon la manière dont on répartit le poids, on obtient des principes plus ou moins prudents. Théorème 2. Forme, type, utilité. Prime comme certitude équivalente. Le second théorème est d'un autre style. Il caractérise une famille de principes de prime qui ressemblent à une certitude équivalente, c'est-à-dire une valeur certaine qui donne le même niveau de satisfaction qu'un risque. On conserve d'abord l'idée de pas de chargement injustifié, qui reste une exigence minimale. Dès qu'il n'y a pas d'aléa, la prime doit se comporter de façon cohérente. Ensuite, on impose une invariance de type 2 qui correspond à une comparaison des risques non seulement en niveau moyen, mais aussi en termes de dispersion. L'esprit est le suivant. Si un risque est plus risqué qu'un autre dans un sens robuste, plus étalé, plus variable, alors la prime doit être plus grande. Cette propriété est centrale, car elle force la prime à réagir à la volatilité et pas uniquement au niveau. Enfin, on impose une stabilité par mélange. Si l'on mélange des risques positifs bornés, cela ne doit pas générer de comportements aberrants. Ce type d'hypothèse exclut des primes trop anguleuses ou instables et garantit qu'on reste dans une classe de modèles bien réguliers. Sous ces hypothèses, le théorème conclut que la prime doit nécessairement être obtenue à partir d'une transformation non linéaire du risque. On applique une fonction croissante et convexe à la perte, on prend ensuite une moyenne, puis on revient à une prime en inversant cette transformation, interprétation. La convexité de la fonction signifie que le principe pénalise davantage les grandes pertes que les petites. C'est exactement l'effet d'un chargement qui augmente avec la sévérité. On ne se contente pas de payer le coût moyen, on surpondère les scénarios défavorables. Ce résultat est fondamental parce qu'il relie directement une mesure de risque à une logique économique classique. Tarifer revient à calculer une sorte de valeur certaine équivalente pour un agent avers au risque. Autrement dit, la forme de la prime n'est pas choisie arbitrairement. Elle est imposée par des contraintes structurelles et par une manière cohérente d'exprimer la prudence face à l'incertitude.